Les auditeurs internes du monde francophone regroupés ici à Bamako, ils prennent part à la 14e conférence internationale de l'Union francophone de l'audit interne, ouverte ce matin par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. La rencontre de 2 jours porte sur le thème « En période de crise multidimensionnelle, quel défi pour l'audit interne ?» Fin de la 7e édition du Salon de l'Habitat de Bamako avec plusieurs recommandations à la clé. On note la relecture des textes relatifs à l'habitat. Le ministre en charge des questions d'urbanisation et de l'habitat de Bamako et du Mali et son homologue de Burkina Faso étaient à la cérémonie de clôture. À suivre aussi dans ce journal la reprise des activités de la douane à Gao. Malgré les difficultés, le maximum est fait pour renflouer la caisse de l'État à travers des activités de dédouanement. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce 20h. Les auditeurs internes du monde francophone sont ici à Bamako. Ils prennent part à la 14e conférence internationale de l'Union francophone de l'audit interne. La rencontre de 2 jours porte sur le thème « En période de crise multidimensionnelle, quel défi pour l'audit interne ?» Les travaux ont été lancés par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Salimata Ndao. Bamako abrite pour la 2e fois la conférence internationale de l'Union francophone de l'audit interne. Après celle de 2006, le Mali organise l'événement dans un contexte particulier. La venue d'experts d'Afrique, d'Europe et d'Amérique est un signe de soutien au peuple malien, selon le Premier ministre qui a lancé les travaux. Béni au Mali aujourd'hui en grand nombre, on voulait de le citer, un acte de foi, un acte de solidarité. Vous démontrez par vos actions que les peuples du monde en général, et les peuples francophones en particulier, ne sont pas des ennemis. Tous les peuples sont amis. Ce sont les gouvernements souvent qui font des erreurs. La rencontre est un créneau pour communiquer davantage sur l'apport de l'audit interne dans la quête de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la cybercriminalité, la gestion des risques et bien d'autres. Durant des jours intenses, une vingtaine d'éminents conférenciers et plus de 100 participants échangeront des premières étapes rondes avec des intervenants en présentiel et en visioconférence, aborderont des thèmes aussi riches et variés. L'Union francophone de l'audit interne UFAI compte aujourd'hui 20 membres, dont l'Association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali, qui œuvre pour la promotion de l'audit interne au niveau du secteur public comme privé pour un Mali émergent. Développer une stratégie efficace, incluant un processus rigoureux de gestion des risques à la poursuite des objectifs de protection des investissements et de croissance est aujourd'hui une nécessité. C'est dans ce contexte particulier, marqué d'une part par les difficultés économiques, aggravées par les différentes crises mondiales, que cette 14e conférence internationale est organisée. La SIAM a pour mission de promouvoir la pratique du contrôle, particulièrement de l'audit interne, et de répondre aux besoins des professionnels du Mali. En 23 ans d'existence, elle s'est positionnée comme le partenaire stratégique du gouvernement, des établissements publics nationaux, les structures de contrôle, tant administratives que juridictionnelles, les autorités administratives indépendantes dans le domaine du contrôle, les autorités judiciaires, les entreprises publiques et privées. En période de crise multidimensionnelle, quel défi pour l'audit interne ? C'est le thème de la conférence. Le Premier ministre apprécie le choix du thème qui est en phase avec certains axes prioritaires du gouvernement de transition. Le thème de cette conférence touche directement aux 2 premiers axes prioritaires du travail gouvernemental. En ce qui concerne le premier axe prioritaire, les résultats sont visibles, vérifiables sur le terrain. On constate avec satisfaction les résultats atteints par les forces armées et de sécurité. En ce qui concerne la bonne gouvernance, la transparence et la réduction du train de vie de l'État, le gouvernement a déployé d'énormes efforts pour favoriser la bonne gouvernance. Les actions se traduisent notamment par la lutte contre la corruption et l'enrichissement. Toute peine d'échec, mesdames et messieurs,
Les actions doivent être soutenues par les structures de contrôle efficaces, aussi bien dans la prévention que dans la détection. L'audit interne figure en bonne place dans ce dispositif. La rencontre dure 2 jours. Des résolutions sont attendues à l'issue des travaux. Un document qui sera certainement mis à la disposition des pays membres. Ouverture ce matin au CICB de la télé nationale d'appropriation des réformes innovantes des droits de l'homme et de lutte contre la corruption et la cybercriminalité. Objectif, mener la réflexion sur la mise en œuvre des réformes adaptées en matière de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Mamadou Fani. La corruption et la cybercriminalité constituent de nos jours un obstacle au développement économique et limitent l'accès de la population aux services sociaux de base. Face à ces phénomènes qui a pris une proportion inquiétante, les autorités de la transition ont pris des initiatives dont l'adoption d'un cadre juridique à la création de structures dédiées à la prévention, à la lutte contre la corruption. D'où cet atelier national organisé par le département de la justice. La criminalité d'affaires progresse à un rythme exponentiel. Malgré la thérapeutique classique, on assiste à une délinquance chronique et endémique, traitée par une justice appelée à s'adapter et évoluant dans un monde en perpétuel mouvement. Les méthodes classiques qui, pour la plupart, se basaient sur des investigations basées sur l'auteur de l'infraction, ont montré leurs limites. La spécialisation est une réponse à l'adaptation des structures judiciaires aux nouvelles formes de criminalité. Cet atelier de 3 jours va permettre aux experts de la justice d'échanger sur l'opérationnalisation du pôle national économique et financier, de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, de l'opérationnalisation de la direction nationale des droits de l'homme et du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. La lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière et la lutte contre la cybercriminalité sont au centre des actions du gouvernement dans le domaine de la gouvernance et de la gestion des affaires publiques, conformément aux orientations éclairées du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Je voudrais inviter chaque participante et chaque participant à partager son expérience et son expertise afin de recenser les meilleures idées possibles permettant d'atteindre les objectifs de cet atelier, notamment l'élaboration d'une feuille de route pour chaque nouvelle structure. Le présent atelier regroupe les premiers présidents, les procureurs généraux, les présidents des chambres d'accusation, les procureurs des pôles économiques et financiers. Prennent part également à cette rencontre les présidents et procureurs des tribunaux de grande instance, les officiers judiciaires, les experts nationaux et la société civile. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille prononce ce soir son discours à la tribune des Nations Unies à New York. Wadidje Founé Coulibaly devrait mettre l'accent sur les efforts des autorités de la transition pour la promotion des droits des femmes. En prélude à son intervention, le ministre Coulibaly a eu une séance de travail avec les membres de la délégation afin d'harmoniser les points de vue sur les progrès du Mali. Il faut noter que le ministre est accompagné par la société civile, les anciennes ministres, les membres du Conseil national de transition et les représentantes de certains départements ministériels. A rappelé que le thème de l'édition 2023 porte sur les innovations de l'évolution technologique à l'ère du numérique. Les avancées enregistrées par le Mali ont été portées à l'attention du public au cours, bien sûr, d'un panel. Les récits donc de nos envoyés spéciaux, Awama Kamara et Sidiki Balo, sur l'allocution de la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille dans nos éditions futures. Fin de la 7e édition du Salon de l'Habitat de Bamako. Plusieurs recommandations ont été formulées, dont la relecture des textes relatifs à l'habitat. La cérémonie de clôture est présidée par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. Il est accompagné pour la circonstance par son homologue du Burkina Faso, Batraoré. La 7e édition du Salon de l'Habitat de Bamako aura comblé toutes les attentes à en juger par les résultats.
Elle se concrétise par la signature d'un accord tripartite entre l'APIM, l'Association des professionnels de l'immobilier du Mali, la Fédération des professionnels de l'immobilier de l'Afrique de l'Ouest et le Maroc invité d'honneur. Ce protocole vise à renforcer la coopération entre les parties signataires, la prise en compte de la dimension énergie renouvelable, l'intensification de la coopération avec le Maroc qui détient une grande expérience en la matière, la révision des textes en matière d'urbanisation et l'institutionnalisation du Sahaba sont les recommandations phares. Je crois que ça a été, on va dire, un zéro faute sur toute la ligne. Et bon nombre des pays frères, des pays de la sous-région, à travers leurs ministres, m'ont même indiqué qu'à travers ce salon, ils sont inspirés de beaucoup de choses et ils souhaiteraient que nous approcher pour qu'on puisse les accompagner justement lors de futurs salons qu'ils souhaiteraient organiser. Nous avons participé à ce salon qui pour nous a été très enrichissant. Nous avons assisté à des communications sur les thématiques qui concernent la promotion immobilière, également des expositions sur les différents matériaux qui rentrent dans le domaine de la construction. On tire vraiment des enseignements très positifs de ce salon. Le chef du département en charge de l'habitat s'est dit fier des résultats qui se dégagent à l'issue des 3 jours d'échange. Les professionnels de l'immobilier et de l'habitat ont pu échanger sur les problèmes auxquels le secteur est confronté. Ils ont pu aussi échanger leurs bonnes pratiques et leur savoir-faire. Et les professionnels ont pu rencontrer la clientèle cible pour faire part des innovations et aussi des promotions disponibles en matière d'habitat. Nous pouvons dire sans aucun doute que ça a été un succès. Des trophées sont décernés aux meilleurs stands et les participants ont reçu des attestations de reconnaissance. La deuxième édition du Connect 2023 a eu lieu le jeudi dernier ici à Bamako, une édition 2023 qui avait au programme plusieurs activités dont des conférences, débats. Suleiman Sidibé. Après le succès qu'a connu la toute première expérience, les acteurs du Connect 223 sont réunis pour la deuxième fois. Connect 223, cette plateforme d'échange et de partage entre les acteurs de la migration qui entend proposer des solutions efficaces face aux enjeux de la migration. Édition 2023 est un véritable cadre d'échange. L'édition de cette année, elle est sur la jeunesse et le fait de s'investir pour faire ensemble de la migration un levier pour le développement social et économique du Mali. Donc c'est sur cette thématique qu'on est réunis aujourd'hui et qu'on va écouter 5 parcours inspirants qui s'inscrivent dans cette thématique. Avec nos partenaires, nous avons initié Connect 223 en vue de favoriser un débat positif sur les migrations tout en partageant les meilleures pratiques qui soutiennent l'agenda 2030 pour le développement durable, le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, ainsi que la politique nationale de migration, la PONAM, du Mali. Le département des Maliens établi à l'extérieur s'est réjoui du choix de la thématique et fonde beaucoup d'espoir sur la présente édition. C'est une jeunesse qui a vécu en dehors du pays et qui est de retour. Donc ça favorise le retour de notre diaspora et ça favorise aussi les investissements productifs de la diaspora dans le pays. Donc ça va dans le cadre de la ligne directe de la politique nationale de migration du Mali et les objectifs aussi du gouvernement de la transition qui sont ceux de ramener notre diaspora ici, mais en ne la ramenant pas les bras vides, en ne la ramenant pas dans l'oisiveté, mais dans la production et de la production de qualité et de la production qui puisse participer au développement socio-économique du pays. C'est sur une visite guidée des stands exposés par des entrepreneurs et des Maliens de la diaspora que la cérémonie a pris fin. Première session ordinaire du conseil d'administration du centre de médecine du sport Lassana Traoré dit ambiance. Les administrateurs au cours de la session ont fait le bilan des activités réalisées et décliné les orientations pour rendre le centre plus efficace. Adidjou Matina.
Le Mali dispose d'un centre de médecine du sport dénommé Lassana Traoré dit Ambiance. L'infrastructure sportive sanitaire, inaugurée le 22 juillet 2022 par le Premier ministre Dr Choguel Kogala Maïga, se veut désormais un maillon important dans le dispositif de développement et de performance des athlètes maliens. Le centre de médecine du sport Lassana Traoré Ambiance tient la toute première session ordinaire de son conseil d'administration. Une opportunité pour les administrateurs du centre de faire le bilan du chemin parcouru et apporter des améliorations pour renforcer davantage la capacité opérationnelle du centre. Le centre de médecine du sport est un établissement public à caractère scientifique et technologique qui a pour mission d'assurer le suivi de la santé des sportifs, d'effectuer de la recherche en santé des sportifs et de contribuer à lutter contre le dopage dans le sport au Mali. L'édifice qu'il abrite est l'un des rares en termes de génie civil en Afrique de l'Ouest. Vous serez amenés dans les prochaines sessions à examiner et à adopter les budgets d'investissement importants du centre. La structure, une des références dans la sous-région, assure le suivi de la santé des sportifs et cette session va ainsi contribuer à consolider les acquis. Le centre non seulement va prendre en charge les soins de santé des sportifs et aussi donner les orientations et prévenir aussi toutes les blessures et améliorer la performance. On ne s'est pas limité à ça dans le document. Il y a aussi le centre qui est chargé aussi de faire la recherche pour améliorer les performances. Et on suit aussi de lutter contre le dopage. Voilà des éléments qui sont très importants. Cette session est une session très importante, d'autant plus que c'est comme si le centre naissait aujourd'hui après l'inauguration. Parce que quand il y a la session, ça nous permet aujourd'hui de présenter toutes nos difficultés, de proposer les solutions que nous avons envie de faire. En termes de résultats, le centre a effectué de très nombreuses activités durant les 2 ans, avec un accent particulier sur l'année dernière, d'où la satisfaction du président du conseil d'administration, le ministre en charge des sports, qui a tenu à féliciter et à encourager la direction du centre et tout le personnel. C'est dans une ambiance festive que le train voyageur a été accueilli dans la cité des Rails. À l'intérieur, une délégation dépêchée par la ministre des Transports et des Infrastructures pour informer et sensibiliser les populations et les autorités des localités riveraines de la relance imminente du trafic ferroviaire national. Benoko Fofana. Il était 17h40 lorsque la locomotive CC2207, transportant l'équipe d'information et de sensibilisation, a fait son entrée dans la gare ferroviaire de la cité des Rails. Ils étaient tous présents, hommes, femmes, jeunes et vieux, ainsi que les autorités politiques et administratives pour l'accueil. Ce voyage du train à destination de la capitale du Kasso s'inscrit dans un contexte bien défini. Madame la ministre nous a instruit de mener cette mission pour venir informer la population que la relance de l'activité ferroviaire est imminente et que de se préparer pour qu'on puisse commencer à prendre le train entre les différentes localités riveraines des Rails. La deuxième chose que Mme la ministre nous a instruit, c'est de porter à l'attention de la population et des autorités locales, de veiller à certaines pratiques qui ont amené au déclin ou à l'arrêt des activités ferroviaires, dont l'une de ces pratiques était ce qu'on appelle le droit en Bambara, qui consiste à ce que les gens qui prennent les trains en fraude, qu'ils ne payaient pas leurs tickets ou qu'ils ne payaient pas correctement leurs bagages. C'est des pratiques qu'il faut arrêter définitivement. Ce deuxième voyage du train à destination de Caille, après celui du 14 juillet 2022, donne de l'espoir. Une occasion pour le chef de l'exécutif régional de dénoncer certaines pratiques qui nuisent au secteur ferroviaire. Je sais qu'il y a un autre aspect qui certainement n'a pas été évoqué. Ça, c'est les questions de permis. Mon grand-père, mon arrière-grand-père était un cheminot. J'ai droit à voyager par train gratuitement. Certains pensent que c'est leur droit, que les gens comprennent que cela est archi faux. Si nous voulons que le train la survive, il faut que nous arrêtions avec ces pratiques-là. Puisqu'il n'y a pas une seule famille au bord des rails qui n'a pas un parent cheminot. Au nom de Mme la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dambélé Madina Sissoko, vous transmettre toutes ces sincères et chaleureuses salutations pour votre engagement, pour votre dévouement, pour votre abnégation et surtout pour votre patience en vue du redémarrage de l'activité ferroviaire sur l'axe Bamako-Caille. Le secrétaire général du syndicat unique de l'UNTM Chemin de Fer s'est engagé au nom des travailleurs à ne plus reproduire les erreurs du passé. Notons qu'à chaque fois que le train est annoncé dans la cité des Rails, c'est la ferveur au sein de la population.
un signal fort pour démontrer aux autorités que la population caïsienne est prête pour le démarrage du trafic ferroviaire. Reprise des activités de la douane à Gao. Malgré les difficultés auxquelles le service fait face, il tente de mener ses activités de dédouanement et faire des recettes au bénéfice du budget national. Pour en savoir plus, une équipe de l'ORTM Gao, conduite par Ali Idrissa Maïga, est allée voir. Suivant. Des mouvements partout, des citernes et de gros porteurs garés à côté. Ici, c'est la direction régionale des douanes de Gao. Depuis le mois d'avril 2022, elle a repris ses activités de dédouanement. Au niveau de l'administration, la secrétaire est bien positionnée pour recevoir les visiteurs. Le receveur du trésor, les transitaires, le chef de brigade et le chef de bureau qui travaillent et écoutent en même temps l'ORTM pour s'informer. Bref, tout le monde est à son poste. Tous les agents mis à la disposition de la direction des douanes de Gao ont regagné leur poste. Entre nous et les autres services, la relation de collaboration elle est très bonne. Nous avons un soutien constant du gouverneur de la région, de la Chambre de commerce et tous les collaborateurs directs. Du mois de novembre à nos jours, la direction régionale des douanes a contribué aux objectifs assignés à l'administration des douanes au compte de l'année 2022, à plus de 100 millions au compte du budget d'État. De janvier à février 2023, nous sommes à plus de 70 millions au compte du budget d'État. En dehors des résultats obtenus, la direction régionale des douanes de Gao fait face également à des difficultés. Des difficultés qui sont d'ordre sécuritaire et d'ordre social. La cour de la douane est remplie de camions, mais toutes ces marchandises sont destinées pour l'amunissement. Aujourd'hui, toutes marchandises qui passent par le Niger pour la région de Gao sont soumises à des prélèvements de taxes, ce qui n'est pas normal. C'est des marchandises en transit pour Gao. La douane de Gao évolue avec un effectif de 32 agents au compte de toute la région. Je lance un appel vibrant aux opérateurs économiques qu'ils sachent que l'argent qu'ils versent au compte du budget d'État contribue à nous ramener la paix, la sécurité, le développement. Le passage de notre équipe de reportage a coïncidé avec la montée des couleurs à la direction régionale des douanes de Gao en présence des autorités et des responsables des services régionaux. Sorti de la première promotion du camp de leadership après 2 mois de formation, ce camp de leadership est une initiative du Fonds d'aide malienne à travers son projet Renaissance et la promotion porte le nom de Dr Abdoulaye Sall, Aliou Abdoulaye Touré. Le Fonds d'aide malien est une association apolitique qui œuvre pour la formation civique et citoyenne des jeunes. L'association participe également à la culture du leadership chez les jeunes à travers l'enseignement des valeurs comme la citoyenneté, le patriotisme et le civisme. Nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder à la remise d'attestations à 50 jeunes que nous avons formés durant 2 mois au sein du camp du leadership sur des thématiques qui doivent leur permettre de renforcer leur action citoyenne sur le terrain et de renforcer leurs liens de collaboration avec les autorités locales. Eh bien aujourd'hui on est en plein dans ce qu'on appelle la refondation. Parmi les temps forts de cette première sortie de promotion, un panel sur les réformes politiques et institutionnelles, une thématique débattue de fond en comble. Aujourd'hui la jeunesse c'est 80% de notre population. Il est important qu'elle s'approprie des réformes. Elles peuvent être les meilleurs relais pour que nos citoyens comprennent la profondeur des réformes. Nous avons partagé nos idées, nous avons partagé ce que nous comprenons comme réforme politique et nous avons insisté sur le fait qu'il est important de mettre l'homme au cœur de tout le processus. Les participants, par la voix de leur porte-parole, ont exprimé toute leur satisfaction pour avoir bénéficié de cette formation. La remise des attestations dans une atmosphère cordiale a mis fin à la cérémonie. Dans une déclaration déposée à notre rédaction, des membres du bureau exécutif national de l'ACRT Faso Kaweli et l'ensemble du bureau communal de la commune 4 du district
de Bamako ainsi leurs alliés et de l'association des Bozo annoncent leur décision de démissionner collectivement du parti ACRT face au cas Wele. Ils décident par la même occasion de créer un nouveau parti dénommé Appel citoyen pour la réussite de la transition Renouveau. Cela afin de poursuivre les chantiers convenus qui ont motivé la création de l'ancien ACRT. En outre, ils lancent un appel à l'ensemble des militants convaincus des idéaux de leur appel citoyen pour la réussite de la transition Renouveau à rejoindre leur rang pour l'accomplissement de la mission démocratique et patriotique. Lancement à Kolonjeba des activités de l'Association pour la défense de la République ou Faso Lakanaton. Cette association entend soutenir les actions de la transition. Déjà, elle se réjouit de la rédaction d'une nouvelle constitution en vue de consolider l'honneur et la dignité du peuple malien. Batraoré pour le commentaire. La population de Kolonjeba veut bien jouer sa partition à l'œuvre de construction nationale. Une participation qui passe par le soutien aux autorités actuelles avec à leur tête le colonel Assimi Goïta. L'association qui vient d'être portée sous les fonds baptismaux salue la phase glorieuse de notre histoire qui s'inscrit actuellement avec une souveraineté retrouvée et des succès militaires sous le théâtre des opérations. Mes camarades et moi avons pris l'initiative de créer l'association pour la défense de la République Faso Lakanaton, en vue d'exprimer et d'apporter au nom de toute la population du secteur de Kolonjeba un soutien inconditionnel au gouvernement de la transition et dire merci à Assimi. Le préfet du cercle de Kolonjeba a invité les femmes à jouer pleinement leur rôle dans la consolidation de la paix en dénonçant des personnes suspectes aux forces de sécurité. Les autorités de la transition ont besoin d'un soutien constant de la population sur le territoire national. À cet effet, je salue les initiateurs de l'association Faso Lakanaton pour avoir créé cette association pour exprimer et faire valoir le soutien de la population du cercle de Kolonjeba à l'endroit des autorités de la transition. L'association projette de mettre en place dans le cercle un regroupement de tous les réseaux de lutte patriotique du Mali afin d'enraciner dans le cœur des Maliens les idéaux de défense de la République. Nous restons à l'intérieur du pays. La région de San réaffirme son soutien au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est au cours d'un grand meeting sur la place de l'indépendance que les communautés sont sorties massivement pour clamer leur adhésion aux actes posés par les autorités de la transition. Drissa Kone. Rien n'est de trop quand il s'agit de défendre l'intérêt commun, la mère patrie. C'est pourquoi, malgré la chaleur, les délégations sont venues de Tominian, Yangasso, Kimparana et Si pour crier haut et fort leur soutien au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Outre les banderoles qui illustrent cette détermination, des slogans pro-Assimi sont scandés. L'arrondissement de Si est devenu un cercle. C'est pour cela qu'on est venu à San ici soutenir Assimi Goïta. Donc, on est très contents. On remercie le bon Dieu et on remercie Assimi Goïta aussi. S'il y a un événement au nom du colonel, du président de la transition, notre présence est indispensable. Il y a à peu près 16 chefs de village qui sont là. Initiatrice de ces meetings, Marie Sitan Santara Dite Baro est native de San et membre du Conseil national de transition. Nous avons organisé ça pour soutenir la transition, pour soutenir les 5 colonels, pour soutenir le Mali, pour soutenir l'Afrique, parce que l'Afrique soutient aujourd'hui Assimi. Donc, ce n'est pas Assimi en son nom, Assimi, mais le système d'Assimi. La mobilisation est soutenue par les pas de danse traditionnelles des Bois de Terekungo, Brosoni et Parana, comme pour dire que notre souveraineté passe aussi par la sauvegarde de notre identité culturelle. Clôturière du premier forum pour le développement de la région de Dioïla, le représentant des 23 communes préconise la construction d'un pont sur le fleuve Bakoye pour rallier la région de Dioïla à celle de Sikasso. Envoyés spéciaux, Karonga Konaté et Moïse Traoré. Le désenclavement de la région est une préoccupation majeure des populations de Dioïla.
Zone de production cotonnière et céréalière, la région est baignée par les fleuves Bago et Baoulé et le Banifing, en plus de rivières et des marigots. Le premier forum pour le développement de la nouvelle entité est bouclé avec l'élaboration de 212 recommandations. Il y a d'abord la culture des céréales, du coton, mais aussi on peut développer un potager, par exemple. Aussi, on pouvait accélérer le bitumage de la route aussi de Fana, Sorokoro, Beleko, etc., avec un pont barrage. Je crois qu'on aura vraiment beaucoup fait pour la nouvelle région des Dieux. 11 thématiques ont été passées au peigne fin durant les 2 jours. Nous devons faire aussi une campagne de sensibilisation et de conscientisation à l'endroit de tous les cadres et particulièrement des responsables qui sont installés hors de la région. Le gouverneur Abdallah Faskoy a présidé la cérémonie d'ouverture du forum. Les représentants des 23 communes de la région ont également souhaité l'implantation d'unités industrielles, la construction d'un hôpital régional et la construction de camps militaires pour l'armée de terre. Sikasso Kanou, c'est une nouvelle association qui vient d'être lancée en 3e région. Elle entend favoriser l'épanouissement de la femme. Moustapha Doubia. L'association Sikasso Kanou est une initiative d'appui aux activités génératrices de revenus au bénéfice des femmes de Kénédougou. Son lancement intervient après plusieurs activités réalisées dans des formations. On a commencé l'association, ça fait 3 ans. Les activités, on a fait la fabrication des savons, faire l'engrais, d'autres recherches pour le développement, pour enrichir l'association Sikasso Kanou. Le lancement de l'association Sikasso Kanou a enregistré la présence de plusieurs groupements et mouvements, parmi lesquels le mouvement patriotique de la jeunesse de Sikasso. L'initiative est saluée par les parrains qui réaffirment son engagement à accompagner les femmes de Sikasso. Les femmes à Sikasso, elles veulent travailler, elles veulent faire quelque chose de sérieux, donc il faut les accompagner. Madame Diko qui est là les aide, il faudrait qu'on trouve des ONG pour les aider. Ce qu'elles font là, c'est extraordinaire. Ce n'est pas de la politique. On n'est pas là pour la politique. On est venu ici pour la mécanique d'une association de développement économique d'une région qui est la plus riche du Mali. Donc il faudrait que ces femmes soient accompagnées, soient aidées. Et pour le faire, il faut des financements costauds. Le lancement de Sikasso Kanou a enregistré la présence des délégations venues de plusieurs régions, dont Bougouni et Ségou. Il est couplé à la célébration de la Journée internationale de la femme. Avoir de l'électricité à moindre coût, c'est désormais possible avec la nouvelle centrale électrique qui vient de voir le jour à Djatoula sur la route de Sénou. Cette solution énergétique va permettre de diminuer les niveaux de pollution et réduire les taux de chômage des jeunes. Bokari Koulibaly. Résoudre la difficile équation de l'énergie au Mali, c'est ce que tente l'entreprise Genesis Energy en mettant en service cette nouvelle centrale électrique. L'entreprise entend transformer du gaz en électricité afin de renforcer les capacités énergétiques et diminuer le coût de l'énergie au Mali. Donc, Genesis est un partenaire clé et ils sont basés à Londres. Donc leur objectif, c'est d'éclairer l'Afrique, de fournir de l'électricité partout en Afrique. Donc leur premier partenaire au Mali, c'est MACC, donc Mali Cashew Corporate. Et maintenant, l'objectif, ils veulent vraiment fournir de l'énergie propre et durable. Okay. Avec une capacité de production de 600 kW, cette solution énergétique propre et durable servira à alimenter l'usine Malian Cashew Corporation, l'entreprise de transformation de la noix de cajou. Cette centrale derrière moi fournira à l'usine de Malian Cashew une énergie moins chère que le diesel, plus propre, moins polluante et en plus avec beaucoup moins de bruit. Cette initiative de Genesis Energy et Malian Cashew Corporation devra non seulement pallier les problèmes d'électricité, mais aussi impulser le développement socio-économique de notre pays. Les acteurs en charge des questions de développement social sont en conclave ici à Bamako et c'est là pendant 3 jours. Les participants échangent sur la revue et la capitalisation de la mise en œuvre des filets sociaux. Inaba.
Depuis quelques années, notre pays est confronté à des risques de vulnérabilité. À ceci s'ajoutent les perturbations climatiques, les crises sanitaires, alimentaires et nutritionnelles. L'exercice du jour consiste à échanger sur la revue de capitalisation de la mise en œuvre des filets sociaux en réponse au choc au Mali, cas du Covid-19. Il s'agit quand même d'interroger un peu nos approches, tout ce qu'on a eu à faire dans le cadre des opérations de transferts sociaux, des enregistrements universels, voir comment ces actions ont été menées sur le terrain avec des différentes approches, donc jeter un regard critique sur tout ce qui a été fait en vue d'améliorer nos pratiques professionnelles. Malgré les efforts de sécurisation entrepris par le gouvernement, une grande partie du territoire reste en proie à l'insécurité, ce qui affecte négativement un plus grand nombre de populations et la production agricole. C'est pourquoi le département en charge du développement social a élaboré le plan national de réponse protection sociale aux conséquences économiques et sociales de la COVID-19. Le plan de réponse de la protection sociale a été articulé autour de 4 axes stratégiques, à savoir l'atténuation des conséquences psychosociales de la pandémie COVID-19, amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables, le renforcement de la résilience de la population affectée par le COVID-19, le renforcement des capacités des services impliqués dans la mise en œuvre du plan de réponse. Selon le directeur adjoint du programme alimentaire mondial PAM, plus d'1 demi-million de personnes sont touchées par le programme de filets sociaux dans notre pays. Près de 200 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe injectée par l'Union européenne dans le projet de brassage culturel, artistique et sportif pour la paix et la cohésion sociale. C'est au bénéfice des jeunes des régions de Tombouctou et de Taoudeni pour une durée de 3 ans. Bien attendina. Le sport et la culture, facteurs de cohésion sociale et levier de la paix, sont au centre d'un ambitieux projet intitulé « Brassage interculturel artistique et sportif des jeunes des régions de Tombouctou et Taoudeni pour la paix et la cohésion sociale ». Une initiative de l'association Vivre Ensemble est financée par l'Union européenne à près de 200 millions de francs CFA pour une durée de 36 mois. Ainsi, les jeunes de la cité du Selgem et ceux de la ville mystérieuse seront initiés dans plusieurs domaines sportifs et culturels en matière de consolidation de la paix. Ce projet est un projet sur lequel nous allons plus travailler sur les ICC, les initiatives culturelles créatives, qui va permettre de former 85 jeunes de 2 régions en création scénette, en création sketch. La durée du projet c'est 3 ans et le coût du projet c'est 299 000 €. C'est en présence des acteurs culturels et sportifs des 2 régions qu'une projection sur le projet a été largement discutée et en présence des autorités administratives des 2 régions. Nous saluons les multiples initiatives de l'association Festival Vivre Ensemble en faveur de la paix et de la cohésion sociale dans les régions de Tombouctou et Taoudeni et rassurer le président une fois de plus de l'accompagnement inconditionnel de l'ensemble des autorités des 2 régions. Je voudrais vous rassurer la disponibilité des autorités administratives de Taoudeni à vous accompagner dans la mise en œuvre efficiente de votre projet qui contribuera, à n'en pas douter, à renforcer la paix, de vivre ensemble dans nos 2 régions. Ce projet tant attendu, selon les jeunes, permettra au retour des activités culturelles des Azalaï et ouvrira les compétitions entre chameliers des 2 régions. De la culture, on en parle encore. 22e édition du Festival des masques et marionnettes de Markala Fesmama. C'était ce week-end. Les festivaliers sont venus du Mali et d'ailleurs pour mieux comprendre ce pan de la culture malienne. Fousséni Samaki. Cette 22e édition du Festival des masques et marionnettes de Markala Fesmama est un espace de donner et de recevoir sur le plan culturel et artistique à la porte d'entrée de l'Office du Niger. Danse des marionnettes, concerts, expositions-ventes, conférences, entre autres, permettent de valoriser ces pans de la culture malienne. Le Festival des masques et marionnettes de Markala a toujours eu 2 vocations. Promouvoir l'art des masques et des marionnettes, promouvoir le jeu, ce qu'on appelle le sogobo, c'est-à-dire le tonyenedje, pour que cela puisse rester un pan important de notre patrimoine. C'est de chercher à faire de Markala une ville moyenne
la capitale mondiale, africaine et mondiale des masques et marionnettes. Le parrain de l'édition et les invités des marques fondent beaucoup d'espoir sur les FESMAMA afin qu'ils permettent de valoriser la culture, mais aussi de favoriser le développement économique local. On en est à la 22e édition certainement, et 30 ans d'existence, ça n'est pas rien. C'est l'adolescence, et ça veut dire que le festival gagne en maturité. Quelque chose qui gagne en maturité doit être encouragé. Certainement avoir besoin de plus de savoir et de savoir-faire pour que Markala puisse pleinement profiter des retombées du festival. Ce festival est un tournant important, pas seulement pour Markala, mais pour le Mali entier. Ça doit être aujourd'hui une préoccupation du ministère de la Culture de prendre de tels festivals en charge, d'impliquer davantage de professionnels dans ce festival-là, pour que le festival davantage puisse avoir d'autres rayonnements sur d'autres cieux. Selon les organisateurs, le FESMAMA est l'un des premiers festivals organisés au Mali. Point Covid du jour, les services de santé n'ont enregistré aucun cas positif sur 158 tests réalisés. 2 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 22 patients sont sous traitement. Le monde a célébré ce 9 mars la journée mondiale du rein qui sensibilise chacun à prendre soin de cet organe. Dans ce numéro de Focus Santé, nous avons décidé de passer une journée avec un dialysé. Il s'appelle Zana Nantoumé. Il souffre d'insuffisance rénale chronique. Enseignant de formation et père de 3 enfants, Nantoumé est sous dialyse depuis 2019 en raison de 2 fois par semaine. Avec nos reporters Baraksa Ouattara et Karonga Konate, voyons en rediffusion ce que vit des milliers d'insuffisances rénaux. Nous sommes samedi, un jour ordinaire pour beaucoup, mais spécial pour Sana Nantoumé. Depuis 2019, les mercredis et samedis sont ses jours de dialyse. Quand je suis venu à Bamako, j'ai fait les premiers bilans à l'hôpital du Mali. Donc c'est de là-bas qu'on a constaté que la créatinine est trop élevée. Ils disent d'aller à la néphrologie au Point G. Donc quand on est parti au Point G, on nous a accueillis là-bas. Après, ils m'ont dit que ce n'est plus possible de traiter comme ça. Et la solution finale, ça sera la dialyse. Non loin de chez lui se trouve la grande famille où il se rend chaque fois avant d'aller à l'hôpital. Cette même famille qui l'a accueilli à son arrivée de Sévaré pour le traitement et qui a été d'un grand soutien pour lui. Il a commencé les premières séances de dialyse au Point G et maintenant il continue au niveau de Gavardou à Sévénokoro. Et depuis maintenant pratiquement 3 ans. Ça a été un choc pour nous tous au début d'apprendre qu'il a la maladie des reins et qu'il faut des dialyses. Bon, lui-même, ça a été un choc, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait avec. Il est 7 heures. Nantoumé, comme toujours, va se faire accompagner par un cousin. Quelques 30 minutes suffisent pour arriver à destination. Un peu en retard, Nantoumé va devoir suivre le rang en attendant qu'ait fini le tour des patients arrivés un peu plus tôt. Sur le rang, je suis la 3e personne, donc je suis rassuré que j'aurai au moins, je serai dans les 3 premières personnes qui seront branchées en 2e tour. Il n'y a pas beaucoup de machines et le nombre de personnes qui doivent être dialysées par jour est déjà programmé. Donc souvent il y a des pannes de machines. Donc si on ne vient pas vite, tu peux venir pour 4 heures de dialyse et te trouver pour 8 heures. Quelques minutes plus tard, l'infirmier passe à l'appel en suivant l'ordre d'arrivée des patients. Heureusement, Nantoumé fait partie des 3 premières personnes. Pendant qu'il s'installe, Ayouba Mahamadou Maïga, lui, vient de terminer. Il est sous dialyse depuis 15 ans et c'est lui le président de l'association des dialysés de cet hôpital. Je me sens mieux aujourd'hui précisément parce que souvent quand je termine la dialyse, souvent,
Je sens des palpitations, des vertiges. Mais aujourd'hui, paradoxalement, je me sens très mieux. Une fois dans la salle, la première étape consiste à se faire peser. Avec cette procédure, notre patient va déterminer le nombre de kilos qu'il doit perdre. Ces kilos en trop correspondent aux déchets et au surplus d'eau accumulés depuis la dernière séance, tout ce que ces reins n'ont donc pas pu éliminer par eux-mêmes. L'infirmier Oumar Diarra est celui qui va s'occuper de notre patient. Il prend d'abord sa tension artérielle, procède ensuite au branchement en ponctionnant la fistule à l'aide d'aiguilles spécifiques. Celles-ci sont fixées de manière à ce qu'elles restent en place pendant toute la séance. Bon, maintenant, je commence le branchement. Ça est sorti ici. Ça va directement dans la machine. Ça suit le circuit. Ça, c'est le dialysat. L'épuration, là, ça se passe ici. C'est ici là que l'eau et puis le sang là va se retrouver. C'est ces filtres qui jouent donc le rôle de son rein et éliminent les déchets contenus dans le sang. Une fois épuré, il emprunte un autre tuyau et retourne dans le corps du patient. Ça, c'est le produit qui va permettre que le sang ne se coagule pas dans la machine pendant les 4 heures. Là. Si on ne met pas ça, pendant les 4 heures, le sang va se coaguler dans la machine. C'est des anticoagulants. Pour rappel, la dialyse nécessite une courte intervention chirurgicale pour préparer les vaisseaux sanguins à bien supporter la filtration du sang par la machine. En 4 heures, la machine reproduit tout ce que les reins auraient dû faire en quelques jours. La fatigue se lit sur le visage de notre patient. C'est mieux que quand je venais, mais je me sens un peu fatigué, mais ça va passer. Ils m'ont retiré 3,3 kg. Je ne peux que me sentir un peu lésé, plus que le moment où je venais. À la fin de la dialyse, l'infirmier passe au processus de débranchement et recouvre les points de ponction avec un pansement. Après chaque séance, on doit désinfecter la machine. Donc, je vais mettre la machine en désinfection. Donc, la désinfection, ça doit durer à peu près 30 minutes comme ça. De 29 à 30 minutes. Donc maintenant, je vais faire l'émoussage de la fave. Bon, je vais enlever les aiguilles là et puis faire en sorte que le sang là, pour arrêter le sang. Père de 3 enfants et enseignant de formation, Sana Nantoumé s'est habitué au fil des années à cette routine qu'il avait du mal à accepter. Au début, quand on me disait que la dernière solution c'était la dialyse, j'ai fait plus de 3 nuits sans pouvoir dormir. Et je n'étais pas d'accord pour pouvoir faire la dialyse parce que je ne m'imaginais pas dans cette situation. Bon, Dieu seul sait pourquoi il m'a infligé ça. Et je l'accepte volontiers. Voilà donc ce que vivent tous les dialysés au moins 2 fois dans la semaine. Ce sort réservé aux insuffisants rénaux est pour le moment leur seul moyen de survie. Mais le meilleur traitement reste un bon entourage et un bon soutien familial. Soutenons donc les malades dialysés. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.